Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet de santé qui est, on peut le dire, très courant, mais qui reste encore bien trop souvent dans l'ombre du silence. L'idée, c'est vraiment de vous donner des informations claires, des informations validées et surtout utiles pour mieux comprendre et savoir comment agir. Oui, c'est un fait, la maladie hémorroïdaire fait partie de ces soucis de santé qu'on a souvent du mal à aborder, même avec un professionnel de santé. Et bien sûr, cette gêne, elle peut retarder la prise en charge et donc prolonger l'inconfort. L'objectif de cette présentation, c'est justement de briser un peu ce silence. Pour commencer, et pour dédramatiser un peu, regardons ce chiffre. On estime qu'entre un quart et un tiers des adultes vont connaître au moins un épisode avec des symptômes au cours de leur vie. Ce n'est donc ni rare, ni une fatalité. D'ailleurs, c'est le 4e motif de consultation en gastro-entérologie en France. Alors voilà, ça c'est le point crucial, la distinction qu'il faut absolument faire. Tout le monde a des hémorroïdes. Ce sont en fait des petits coussins vasculaires qui ont un rôle notamment dans la continence. On ne parle de maladie que lorsque ces structures se manifestent par des symptômes. Un saignement, une douleur ou une sensation de boule. Entrons maintenant dans notre première partie. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut poser les bases. On va donc voir ce que sont précisément les hémorroïdes et surtout comment on peut évaluer leur sévérité. On distingue principalement deux types d'hémorroïdes. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le remplacement change tout. Les internes, qui sont situées à l'intérieur, sont recouvertes d'une muqueuse qui n'est pas sensible à la douleur. A l'inverse, les externes, qu'on peut parfois voir ou sentir, sont recouvertes de peau. Et donc elles sont très sensibles. Cette simple différence anatomique explique pourquoi les symptômes peuvent être si variés. Pour classer la sévérité des hémorroïdes internes, les médecins du monde entier utilisent la classification de Golliger. C'est tout simple, Elle est basée sur le degré d'extériorisation, ce qu'on appelle le prolapsus. Grade 1, ça saigne mais ça ne sort pas. Grade 2, ça sort à l'effort, mais ça rentre tout seul. Grade 3, là il faut une aide manuelle pour que ça rentre. Et enfin le grade 4, c'est un prolapsus qui est permanent. Abordons la deuxième partie qui se concentre plus particulièrement sur les femmes. Parce que si la maladie hémorroïdaire touche tout le monde, c'est vrai que certaines périodes de la vie hormonale, comme la grossesse ou la périménopause, sont des moments de vulnérabilité accrue. Voyons un peu pourquoi. Ce chiffre est assez saisissant. Une étude irlandaise très récente de 2024 a montré que jusqu'à 85% des femmes enceintes présentent des symptômes hémorroïdaires, que ce soit pendant la grossesse ou juste après l'accouchement. C'est vraiment un phénomène massif. En fait, pendant la grossesse, on a une combinaison de 4 facteurs. D'abord, l'utérus qui grossit crée une pression mécanique. Ensuite, l'hormone de la grossesse, la progestérone, a tendance à rendre les veines plus dilatables. Elle ralentit aussi le transit, ce qui favorise la constipation. Et pour finir, bien sûr, l'effort de l'accouchement est un facteur de risque majeur. Et après la grossesse, il y a une deuxième période assez critique, c'est la périménopause. À ce moment-là, les fluctuations hormonales et les modifications des tissus conjonctifs peuvent à nouveau fragiliser le système veineux et faire réapparaître des symptômes qui avaient parfois été oubliés depuis des années. Troisième partie, et c'est un point absolument essentiel, savoir quand il faut consulter sans attendre. L'autodiagnostic, c'est très courant pour ce sujet, mais il a ses limites. Certains signaux d'alarme ne doivent jamais être ignorés parce qu'ils peuvent tout simplement masquer une autre pathologie. C'est sans doute le message le plus important à retenir. Tout saignement anal qui persiste mérite un avis médical. Il faut s'assurer de l'origine de ce saignement et être certain de ne pas passer à côté d'autre chose. Voici donc la liste de ces signaux, ces fameux drapeaux rouges qui doivent vous amener à consulter rapidement. Un âge de plus de 50 ans, des antécédents familiaux, du sang qui est mélangé au sel, une modification durable du transit. Face à l'un de ces signes, il ne faut jamais banaliser et toujours demander un avis médical. Passons maintenant aux solutions, aux actions concrètes qui aident. Avant même de penser aux médicaments, il faut savoir que la solution la plus efficace et surtout la plus durable se trouve bien souvent dans nos habitudes de tous les jours. C'est le pouvoir de notre mode de vie. Cette phrase illustre parfaitement l'impact de l'alimentation. Une grande étude de référence a montré qu'un apport suffisant en fibres peut réduire de moitié le risque de saignement et la persistance des symptômes. C'est vraiment la base de toute prise en charge. Alors concrètement, ça repose sur 4 piliers. D'abord, augmenter les fibres dans son alimentation. Ensuite, bien s'hydrater. Bouger tous les jours avec des activités douces, c'est très bien. Et enfin, adopter de bonnes habitudes aux toilettes. La fameuse règle des 5 minutes maximum sans lecture est une recommandation forte et vraiment efficace. 5e partie, les étapes du traitement. Quand les changements de mode de vie ne suffisent pas à soulager complètement les symptômes, il n'y a pas une seule solution, mais plutôt une approche progressive, très logique, qui va du plus simple au plus complexe. Cette pyramide résume parfaitement cette approche. La base, le socle, c'est l'hygiène de vie. Ensuite, si une crise survient, on peut utiliser des médicaments en cure courte.
Si ça ne suffit pas pour les grades les plus légers, on passe aux traitements instrumentaux qui se font en cabinet. La chirurgie, elle, n'est jamais la première option, bien au contraire. Elle est réservée aux formes les plus avancées et résistantes. Une petite précision importante. Pendant la grossesse et l'allaitement, la prise en charge se concentre bien sûr sur l'hygiène de vie et sur les traitements médicamenteux qui sont compatibles. Les traitements plus instrumentaux ou la chirurgie sont généralement reportés après l'accouchement. Pour notre dernière partie, revenons à notre point de départ. Souvent, le plus grand obstacle à une prise en charge efficace, il n'est pas médical, mais plutôt social. C'est le silence et le tabou qui entourent encore ce sujet. Ce graphique qui s'appuie sur l'étude irlandaise est très parlant. Il montre que près des 2 tiers des femmes qui ont des symptômes pendant leur grossesse ou en postpartum gèrent ça toutes seules, sans demander de conseil professionnel. Et ce silence, bien sûr, retarde un diagnostic correct et une prise en charge qui pourrait être efficace. Le point crucial est donc celui-ci. Oser en parler. Une simple conversation avec son pharmacien, sa sage-femme ou son médecin, c'est vraiment la toute première étape vers un soulagement qui soit adapté et sécurisé. Et c'est aussi l'occasion de s'assurer qu'il n'y a aucun des signes d'alarme dont on a parlé. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir, ce serait peut-être celle-ci. Et si le traitement le plus efficace commençait non pas par une ordonnance, mais tout simplement par une conversation? Oser en parler, c'est faire le premier pas. Et dans cette même logique de prévention, il est essentiel de rappeler l'importance du dépistage organisé du cancer colorectal pour toutes les personnes de 50 à 74 ans. Merci beaucoup de votre attention.